La Société nationale des Québécoises et des Québécois de la région de Thetford est fière de vous présenter l'émission Appalaches en quelques mots. Bonjour, ici Isabelle Lecourt, députée de Lotbinière-Frontenac à l'Assemblée nationale du Québec. Je m'adresse à vous aujourd'hui afin de souligner le travail d'information exceptionnel de votre télé communautaire. La TV-CRA est au cœur des préoccupations des gens d'ici depuis plus de 45 ans. C'est donc un honneur pour moi de soutenir et de contribuer à l'essor de la télévision communautaire de la région des Appalaches. Bon visionnement. Madame, Monsieur, bienvenue à votre émission d'information habituelle Appalaches en quelques mots. Depuis le 10 mai, soit hier, les mesures spéciales d'urgence sont levées et les mesures du palier d'alerte maximale, c'est-à-dire rouge, sont appliquées dans la région Chaudière-Appalaches, à l'exception des MRC de Beauce-Sartigan, de Robert-Cliche et des aides-chemins, où elles demeurent en vigueur. Toutes les écoles primaires de Chaudière-Appalaches pourront également rouvrir dès cette date. En ce qui concerne la MRC des Appalaches, plus précisément, les mesures sont les suivantes. Les commerces non essentiels pourront ouvrir de nouveau. Les salles à manger des restaurants demeurent fermées, sauf pour la livraison et le comptoir pour emporter. Le couvre-feu est en vigueur de 21h30 jusqu'à 5h et les écoles primaires et secondaires ont ouvert leurs portes. La directrice de santé publique de Chaudière-Appalaches désire informer les citoyens ayant voyagé en autobus vers le stade olympique à Montréal le 1er mai dernier pour participer à une manifestation qu'il est possible que des personnes positives à la COVID-19 aient été parmi les passagers. La direction de santé publique invite donc les personnes concernées à aller se faire dépister et à s'isoler au besoin en cas de symptômes. D'ailleurs, en cas de symptômes, les participants sont invités à visiter la page Internet de www.quebec.ca/santé/problèmes de santé pour obtenir des consignes appropriées sur leur état de santé. On se souviendra que les autobus en question avaient été réservés par les organisateurs avec un point de départ dans le quartier Saint-Nicolas de Lévis. Ce sont environ 48 personnes qui auraient voyagé dans les deux autobus nolisés pour l'occasion. La ministre déléguée au développement économique régional et ministre responsable de la région Chaudière-Appalaches, démissionnaire depuis ce moment, Mme Marie-Ève Proulx, de même que la députée de Lotbinière-Frontenac, Mme Isabelle Lecourt, ont annoncé récemment au nom du ministre de la Santé et des Services sociaux, M. Christian Dubé, le lancement d'appels d'offres du Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches pour le projet de modernisation du CLSC de Thetford Mines. Cet appel d'offres a pour objectif de trouver un nouveau site pour accueillir le CLSC dont les locaux actuels sont vétustes. L'édifice recherché devrait pouvoir fournir une superficie d'environ 3087 mètres carrés et se situer dans un quadrilatère déterminé au préalable avec la ville de Thetford Mines. Le nouveau site permettra d'offrir un environnement mieux adapté
aux soins et services offerts à la population dans un cadre agréable, favorisant également la qualité du travail du personnel. La durée du bail est projetée sur 15 ans. Madame Isabelle Lecourt a dit se réjouir de cet appel d'offres qui vient concrétiser un projet porteur pour le réseau de la santé et des services sociaux de Lotbinière-Frontenac. Elle remercie les équipes du CI3S pour ce projet qui permettra d'optimiser de manière durable la prestation de services disponibles pour la communauté et d'améliorer l'environnement de travail des professionnels dévoués. Le budget d'exploitation annuel des nouveaux locaux a été évalué à 632 300 $. Le contrat de location, à la suite de cet appel d'offres, devrait être attribué l'automne prochain. Les travaux débuteront au printemps 2022 pour un déménagement dans les nouveaux locaux au printemps 2023. Le 28 avril, comme à chaque année, marque la Journée internationale des travailleuses et travailleurs décédés ou blessés au travail. Mais elle sert aussi de prétexte à la Commission des normes de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail, connue sous le sigle de CNESST, pour dévoiler ses statistiques en matière de décès et d'accidents au travail. En 2020, ce sont 18 travailleurs qui ont perdu la vie en Chaudière-Appalaches, 5 lors d'un accident de travail et 13 des suites d'une maladie professionnelle. En ce qui concerne les personnes victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles qui n'ont pas causé la mort, le chiffre grimpe à 6 747 chez nous. Au Québec, 94 750 cette année, sans compter les 9 982 personnes atteintes d'une maladie professionnelle, donc un total de 104 732 victimes. On parle d'une légère diminution par rapport à l'an dernier, mais plus de 100 000 victimes de lésions professionnelles dans une même année. Il n'y a pas de quoi se péter les bretelles, d'après M. Mario Dufresne, directeur de Catara. D'autant plus que ces chiffres ne reflètent pas la réalité, puisqu'ils ne prennent pas en considération que le Québec a vécu au ralenti tout au long de l'année 2020. Une large partie de ces travailleurs étant en arrêt de travail. Il suffit de penser au secteur de la construction où l'on enregistre habituellement une bonne proportion des accidents de travail pour se demander si on doit réellement se réjouir de cette baisse, de poursuivre M. Dufresne. Ce dernier conclut en affirmant « Quoi qu'on dise, il est clair que nous sommes loin, même très loin, du jour où à partir de chez soi pour aller au travail ne sera pas synonyme de danger, parfois mortel. » Comme par les années passées, la ville de Thetford Mines effectue sa collecte printanière de gros déchets et de matières dangereuses. Selon un calendrier préétabli qui a débuté le 3 mai dernier et qui se poursuivra jusqu'au 8 juin prochain, les équipes procéderont au ramassage par étapes afin de couvrir tout le territoire. L'horaire de ramassage est disponible dans le calendrier des collectes 2021 qui a été distribué par la Poste en décembre dernier, ainsi que sur le site Internet de la ville de Thetford à l'adresse ville-thetford.ca/environnement. À noter qu'une deuxième collecte aura lieu au cours de l'automne 2021. Afin de conserver les rues propres et sécuritaires, les gros déchets doivent être déposés dans un délai maximal de 7 jours avant la journée prévue
pour la collecte. Ils doivent respecter les limites du terrain et en aucun cas se retrouver sur la voie publique. Par ailleurs, le volume total permis par résidence ou unité de logement est de 10 mètres cubes. Il est important que les objets soient triés et que les branches d'arbres soient attachées en paquets. La pierre, le béton, le sable et la terre sont des matériaux acceptés seulement s'ils sont déposés dans des contenants ne pesant pas plus que 25 kilos. Les déchets domestiques dangereux, comme les huiles usées, les restes de peinture, les détergents et les batteries d'automobile, doivent être déposés séparément en bordure de la rue, et ce, à bonne distance des autres déchets. Parmi les objets qui ne sont pas recueillis, notons les tubulures d'érablière, les pneus avec roues et les pneus hors normes, de même que les amoncellements de déchets pêle-mêle. À noter que les propriétaires d'érablières sont invités à aller porter leurs vieilles tubulures à la régie intermunicipale de la région de Thetford, située au 3626 du boulevard Frontenac-Est à Thetford Mines. Également, ne pas oublier que depuis le 19 avril dernier, il est de nouveau possible de déposer bon nombre de matériaux à l'écocentre Thetford, situé au 251 de la rue Cahouette-Ouest. Ces services sont offerts aux citoyens et à certaines municipalités et autorisent 3 visites gratuites par résidence par année. Des frais de 10 $ sont exigés pour les visites excédentaires. L'écocentre est une alternative intéressante au site d'enfouissement puisqu'il permet de donner une seconde vie à plusieurs matériaux. Pandémie oblige, les municipalités d'East-Boston et de Sacré-Cœur-de-Jésus s'unissent afin de souligner les 150 ans de leur paroisse. 150e d'East-Boston et de Sacré-Cœur-de-Jésus, la page a ouvert au mois de mars. Sur cette page, on retrouve plusieurs photos d'époque inédites et celles-ci ne cessent d'affluer pour alimenter la page au plus grand plaisir des visiteurs. Toujours sur cette page et par l'entremise de YouTube, il est possible de visionner les mardis animés, l'entrevue, le temps d'une pause, les nouvelles qui se veulent une rétrospective des années 1950 à 1940 et plusieurs capsules. Tout ceci dans le but d'égayer au maximum le 150e. Un volet concours ou un volet participatif est offert à la population avec « Fais-toi une beauté » en décorant ta maison aux airs du passé. Les inscriptions devront parvenir à l'organisation entre le 1er juin et le 26 septembre, journée où seront remis les prix. Encore là, vous retrouverez toutes les informations sur la page Facebook du 150e. Une pièce de théâtre intitulée « Pages d'histoire » sera également présentée sous forme de téléroman. Et terminons avec une nouvelle en provenance de la municipalité d'Israëli. Un nouveau développement industriel représentant un investissement total d'1 200 000 $ s'installe sur le territoire de la ville d'Israëli dans le parc industriel Yvon-Jolicoeur. Dans le cadre de la revitalisation de la ville, c'est une chance d'avoir un partenaire qui est prêt à investir chez nous. Il nous fait plaisir de l'épauler dans ce projet majeur industriel, a déclaré le maire d'Israëli, M. Jacques Lessard, alors que la Corporation de développement économique d'Israëli a cédé 2 terrains aux entreprises Jean-Guy Landry incorporées dans le parc industriel afin de contribuer à la réalisation de ce projet. Le complexe industriel
abrite déjà 2 entreprises, soit Ilux Électrique, spécialiste dans la production de harnais de câblage électrique, et SM Nautique, distributeur des quais Bertrand. Selon le promoteur Jean-Guy Landry, le projet poursuit actuellement sa 2e phase qui se terminera cet été. L'agrandissement de 636 mètres carrés créera ainsi de nouveaux locaux pour une superficie totale de 1391 mètres carrés. Quelques entreprises potentielles ont déjà fait part de leur désir de s'y installer. À terme, on prévoit une quinzaine d'emplois, de mentionner M. Landry, qui possède déjà plusieurs bâtiments commerciaux à Disraeli et projette l'idée d'agrandir à nouveau ce bâtiment. Des projets, j'en ai plusieurs et ce n'est pas fini, a-t-il conclu. Alors voilà pour cette portion de notre émission. Dans quelques instants, j'ai le plaisir d'accueillir la représentante du comté de Lotbinière-Frontenac à l'Assemblée nationale, Mme Isabelle Lecourt. Alors, Mme Lecourt, bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, ça me fait plaisir d'être ici. Alors, beaucoup de choses au programme et peu de temps, alors on y va rapidement. Dans un premier temps, la dernière visite que vous avez faite, on avait parlé de la commission Laurent et sur la DPJ et on a appris qu'il s'en était suivi 500 recommandations. Ma question est la suivante, est-ce que c'est réaliste de croire qu'on pourra appliquer les 500 recommandations en question? Bien, est-ce que c'est réaliste de croire qu'on peut appliquer les 500 réalisations? Moi, je peux vous dire que ce rapport-là était très attendu. Puis, le ministre Carman avait déjà commencé à appliquer certaines mesures qui étaient plus urgentes. Donc, c'est certain que le fait d'avoir déposé le rapport puis de le présenter aussi à la population, je trouve que l'avenue qui a été prise, puis les recommandations, moi, c'est certain que je ne l'ai pas lu au complet, là, les 500 recommandations, mais je trouve que dans l'ensemble, là, je pense qu'on s'en va dans la bonne direction. Donc, c'est pas trop et c'est pas idéaliste de croire que ça pourra se réaliser. Bien, vous savez qu'avec la DPJ, là, puis il y avait quand même beaucoup de problématiques. Hein? Donc, peut-être que 500, c'était nécessaire. Donc, moi, je laisse ça au commissaire, là, mais il y avait vraiment un gros problème avec la DPJ. Puis, nous, on s'est engagés à régler la problématique. Une autre problématique qui est majeure, c'est la violence faite aux femmes, les féminicides. Vous faites partie du comité. Alors, et vous avez reçu dernièrement plus de précisions sur votre mandat personnellement. Alors, si je vous demandais de m'en parler. Oui, bien c'est ça. Moi, j'ai reçu le mandat pour m'occuper des maisons d'hébergement et d'aide pour les femmes victimes de violences conjugales. Donc, je suis déjà au travail, là, j'ai déjà commencé. J'ai rencontré les associations, la Fédération, l'Alliance, pour leur parler de mon mandat, justement, puis de la façon dont je veux travailler. Puis, on a déjà commencé là, à avoir des discussions sur les problématiques qu'ils vivent, tout ça. Puis, dans le fond, moi, mon mandat, c'est de m'assurer qu'il y a assez de places disponibles, que les services qui doivent être donnés sont disponibles aussi et que le financement fait du sens, là. OK. Donc, ça signifie que dans un moment là, où vous serez rendu vers la fin de votre mandat, vous saurez s'il y a un nombre de places suffisant ou, à l'inverse, combien de places il peut manquer dans ces sites d'hébergement. Oui, c'est ça. Puis, je vais me pencher aussi sur les services externes parce que c'est pas forcément toutes les femmes qui ont besoin d'hébergement de première et de deuxième étape, mais le service externe, comme par exemple de l'aide psychologique, de l'aide de travailleuses sociales pour les femmes et les enfants aussi, il faut que ce soit disponible dans toutes les régions du Québec. À première vue, est-ce qu'il semble qu'il manque beaucoup de ressources?
C'est certain qu'il y a des problématiques, mais je peux pas vous dire là, où est-ce qu'il en manque présentement. Puis c'est justement ça, le but de mon travail, c'est que je vais faire le tour des maisons d'hébergement virtuellement. J'ai déjà élaboré un questionnaire, puis il va y avoir des discussions pour que je puisse avoir une idée juste de ce qui se fait. La dernière injection d'argent de subside, ça montait à quoi, là? On a annoncé, là, je pense que c'était au début du mois d'avril, là, 220 millions. Puis ça, ça va être pour différentes mesures. Puis là, c'est certain qu'au niveau de la justice, au niveau des services sociaux, l'hébergement, donc il faut qu'il y ait un filet de sécurité autour des femmes pour éviter qu'il y ait de la violence conjugale, éviter les féminicides, mais ça va être important aussi de s'occuper des hommes, puis de la colère, puis de la façon qu'ils vivent leurs émotions. Est-ce qu'il y a une partie de votre mandat qui porte là-dessus? Pas mon mandat à moi en particulier, mais avec Sylvain Lévesque. Sylvain Lévesque, il a tout le volet homme. Puis moi, puis lui, on va aussi là, coordonner des rencontres ensemble pour qu'on puisse aussi s'arrimer, là. OK. Un dossier plus local maintenant, à savoir celui du CLSC. Oui. Alors, on sait qu'il y a eu des appels d'offres de lancer. Plusieurs personnes ont été surprises parce qu'on ne s'y attendait pas vraiment. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on a lancé des appels d'offres pour une relocalisation du CLSC? Le CLSC, les locaux ne répondent plus aux besoins. Donc, c'est pour ça, ça fait quand même quelques années là, que ça se parlait. Donc, on a décidé d'aller de l'avant. Puis, c'est certain que le CLSC, il faut que ça reste au centre-ville. Donc, c'est un des critères là, qu'on doit respecter. Et puis, on va avoir des nouvelles plus dans les prochaines semaines, là, à savoir ça va être localisé où. OK. Et est-ce qu'on parle de reconstruction ou si on parle uniquement de relocalisation? Pour le moment, je peux pas vous le dire. Je le sais pas du tout là, si ça pourrait être une rénovation dans le même local puis un agrandissement. Je le sais pas. Là. Ça va dépendre de ce qui est offert comme... Et ça m'amène à vous parler du dossier de l'urgence. Oui. Vous semblez dire qu'il y avait des développements intéressants? Oui, il va y avoir la rénovation de l'urgence. Puis, c'est ça, le ministre a approuvé là, récemment là, le budget et tout. Puis, il va y avoir des appels d'offres dans les prochaines semaines. Ce qui veut dire qu'on devrait avoir des nouvelles d'ici peu. Oui. Alors, c'est vraiment tout le temps qu'on avait. C'est, disons, trop rapide, ça va trop vite. Alors, on vous remercie d'avoir été là, d'avoir répondu à nos questions. Et on espère qu'on aura l'occasion de se rencontrer à nouveau. Merci beaucoup. Alors, quant à vous, on vous remercie d'avoir été des nôtres et on vous invite à demeurer à l'écoute. Notre programmation se poursuit. À tous et à toutes, une excellente semaine, une bonne santé. Prenez soin de vous et prenez soin des vôtres.